La brume montait des vallées de l'Auvergne, comme une exhalaison fantomatique, enveloppant les collines volcaniques dans un linceul grisâtre qui effaçait les contours du monde. Le père Augustin Mercier, jeune clerc de 28 ans, aux yeux noisettes et aux mains encore peu calleuses par le travail pastoral, tirait sur les rênes de son cheval bai tandis que l'animal hennissait nerveusement. La route de terre, bordée de haies sauvages et de chênes tordus par les vents d'automne, serpentait vers les hauteurs de Puy-de-Dôme, où les légendes murmuraient qu'une ferme isolée abritait des femmes aussi belles que dangereuses. Octobre 1885 touchait à sa fin, et les feuilles mortes craquaient sous les sabots du cheval avec un son qui évoquait des os brisés. Augustin resserra son manteau noir autour de ses épaules, sentant le froid humide s'infiltrer jusqu'à ses os. Il avait quitté la paroisse de Clermont-Ferrand 3 jours auparavant, muni d'une lettre du diocèse et d'une mission que son supérieur, le vieux père Grégoire, lui avait confiée avec une expression troublée. « Mon fils », avait dit le vieillard en posant une main tremblante sur son épaule, « il y a des rumeurs qui parviennent jusqu'à nos oreilles, des histoires que nous ne pouvons ignorer plus longtemps. Des voyageurs disparaissent dans cette région. Des familles entières de colporteurs, des pèlerins en route vers Notre-Dame-du-Port, des marchands qui empruntent la route des volcans. Ils s'évanouissent comme fumée dans le vent. Et toujours, les dernières traces mènent vers la ferme Whitlow. Le nom seul avait fait frissonner Augustin. Whitlow. Un nom étranger dans ces terres françaises, porté par 2 sœurs dont personne ne connaissait vraiment l'origine. Certains disaient qu'elles étaient venues d'Angleterre après un scandale familial. D'autres prétendaient qu'elles descendaient d'une lignée de nobles déchus. Ce qui était certain, c'est qu'elles vivaient seules dans cette ferme perchée sur les hauteurs, loin des villages de basalte qui ponctuaient la région comme des sentinelles sombres. Le cheval s'arrêta brusquement, les oreilles couchées en arrière. Augustin plissa les yeux dans la brume et aperçut enfin la silhouette de la ferme qui se découpait contre le ciel plombé. Le bâtiment principal était une construction massive en pierre volcanique noire. Ses murs épais couverts de lierre qui semblaient vouloir dévorer la structure entière. 2 ailes délabrées s'étendaient de part et d'autre, leur toit d'ardoise affaissé par endroits. Un seul héros aux portes béantes se dressait à gauche, et plus loin, à travers la brume, Augustin distinguait les contours fantomatiques de ce qui devait être une grange ou un hangar. Ce qui frappa immédiatement le jeune prêtre, ce fut le silence. Pas de chant d'oiseaux, pas de bêlement de moutons, pas même le bruissement normal de la vie rurale. Seul le sifflement du vent à travers les fissures des bâtiments et le grincement occasionnel de métal rouillé, quelque part dans les profondeurs de la propriété, troublaient ce calme oppressant. Augustin descendit de cheval, ses bottes s'enfonçant dans la boue épaisse de la cour. L'odeur le frappa aussitôt, quelque chose de douceâtre et de putride à la fois, comme de la viande fumée mêlée à des épices exotiques et à une note sous-jacente de décomposition qui faisait se retourner l'estomac. Il porta instinctivement son mouchoir à son nez, réprimant un haut-le-cœur. Les fenêtres du manoir étaient toutes fermées par des volets de bois sombre, sauf une au premier étage, où un rideau de dentelle jaunâtre frémissait légèrement. Augustin eut la sensation distincte d'être observé, bien qu'il ne pût voir personne derrière la vitre crasseuse. Il attacha son cheval à un poteau près d'un abreuvoir vide et s'avança vers la porte principale, une lourde structure de chêne bardée de ferronnerie noire. Avant même qu'il ne lève le heurtoir en forme de tête de lion, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une femme se tenait dans l'embrasure, et Augustin dut faire un effort conscient pour ne pas reculer. Elle était grande, presque de sa taille, avec une silhouette élancée drapée dans une robe de velours bordeaux qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau étaient tirés en arrière, en un chignon strict qui accentuait les angles aigus de son visage. Mais c'étaient ses yeux qui captaient l'attention, d'un bleu si pâle qu'il paraissait presque translucide, froid comme les eaux glacées d'un lac de montagne, et pourtant d'une intensité qui semblait pouvoir percer jusqu'à l'âme. « Bonsoir, mon père », dit-elle d'une voix mélodieuse mais étrangement dépourvue de chaleur.
Nous ne recevons pas souvent de visiteurs ecclésiastiques dans ces terres oubliées. Je suis Vivienne Whitlow. Ma sœur et moi habitions cette modeste demeure. Vous devez être épuisé par votre voyage. Augustin s'inclina légèrement, essayant de masquer son malaise. Père Augustin Mercier, de la paroisse de Clermont-Ferrand. Je vous remercie pour votre accueil, mademoiselle Whitlow. En effet, le voyage a été long, et la nuit tombe. Si vous pouviez me permettre de m'abriter pour quelques heures, je vous en serais reconnaissant. Un sourire étira les lèvres fines de Vivienne, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux glacés. Mais certainement, mon père, nous serions honorés de recevoir un homme de Dieu sous notre toit. Entrez, je vous en prie. Ma sœur sera ravie de faire votre connaissance. Elle s'écarta pour le laisser passer, et Augustin pénétra dans un vestibule sombre qui sentait le moisi, et cette même odeur douceâtre qu'il avait remarquée dehors, plus concentrée ici. Le sol était dallé de pierres inégales, et un escalier monumental s'élevait dans les ténèbres du premier étage. Des portraits au cadre doré mais ternis pendaient au mur, des visages pâles aux expressions sévères qui semblaient suivre du regard quiconque osait les observer. « Clotilde !» appela Vivienne d'une voix qui résonna dans les couloirs. « Nous avons un invité. » Des pas légers descendirent l'escalier, et une deuxième femme apparut, émergeant de l'obscurité comme une apparition. Clotilde Whitlow était le reflet presque parfait de sa sœur, même taille élancée, même chevelure d'ébène, même regard de glace bleue, mais où Vivienne dégageait une froideur distante, Clotilde semblait posséder une intensité fiévreuse. Ses joues étaient légèrement rosées, ses lèvres d'un rouge vif qui paraissait presque contre nature, et elle portait une robe de velours vert émeraude qui bruissait à chacun de ses mouvements. « Un prêtre !» s'exclama-t-elle avec un enthousiasme qui sonnait légèrement faux. « Quelle délicieuse surprise, ma sœur! Cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu la compagnie d'un homme instruit. Vous resterez pour le dîner, n'est-ce pas, mon père? Nous insistons. » Augustin hésita. Quelque chose dans l'atmosphère de cette maison, dans les sourires trop larges des deux sœurs, dans l'odeur persistante et dans ce silence oppressant, hurlait un avertissement primitif que des millénaires de civilisation n'avaient pu effacer. Mais il était venu ici avec une mission, et refuser l'hospitalité maintenant éveillerait les soupçons. « Vous êtes très aimable, » répondit-il avec un sourire contraint. « Je ne voudrais pas m'imposer. Mais si vous insistez... »« Oh, nous insistons absolument !» dit Clotilde en battant des mains comme une enfant ravie. « N'est-ce pas, Vivienne ? Il fait si sombre et si froid dehors. Ce serait un péché de laisser un serviteur de Dieu affronter les éléments quand nous pouvons lui offrir chaleur et subsistance. » Le mot « subsistance » résonna étrangement dans l'air confiné du vestibule, chargé d'une connotation que Augustin ne parvenait pas à définir, mais qui le mit profondément mal à l'aise. Vivienne prit son manteau et son chapeau avec des gestes délicats, presque révérencieux. « Venez, mon père. Permettez-moi de vous montrer le salon pendant que ma sœur prépare quelques rafraîchissements. Nous dînons tard, à la façon anglaise. Cela vous laissera le temps de vous reposer de votre voyage. » Elle le guida à travers un couloir, tapissé de papier peint défraîchi, représentant des scènes de chasse. Des cerfs poursuivis par des chiens, des sangliers acculés, du sang éclaboussant les feuillages, jusqu'à un salon spacieux, dominé par une immense cheminée de pierre où brûlait un feu vigoureux. La chaleur était bienvenue après le froid humide de l'extérieur, mais l'atmosphère de la pièce restait oppressante. Les meubles étaient anciens et élégants, des fauteuils recouverts de velours élimé, une méridienne aux pieds sculptés en forme de griffes, une table basse encombrée de livres aux reliures de cuir craquelé. Mais ce qui attirait immédiatement l'attention, c'étaient les objets étranges disposés sur les étagères et les manteaux. Des bocaux contenant des liquides ambrés dans lesquels flottaient des formes indistinctes, des instruments chirurgicaux anciens disposés avec soin, des crânes d'animaux, ou du moins, Augustin espérait que c'étaient des animaux, alignés comme des trophées. « Vous collectionnez les curiosités médicales ?» demanda-t-il, en s'asseyant avec précaution dans un fauteuil qui exhala un nuage de poussière. Vivienne s'installa en face de lui avec une grâce fluide, ses mains pâles croisées sur ses genoux.
Mon père était médecin, expliqua-t-elle, un homme de science avant tout. Il nous a enseigné, à ma sœur et à moi, les secrets de l'anatomie, les mystères du corps humain. Nous avons conservé ses instruments et ses spécimens en mémoire de lui. Il est décédé. Un voile passa sur le visage de Vivienne, quelque chose qui aurait pu être de la tristesse si ses yeux n'étaient pas restés si froids. Il y a de nombreuses années, lui et notre mère. Nous nous sommes retrouvés seuls dans ce monde, ma sœur et moi. C'est pourquoi nous chérissons tant les rares occasions où nous pouvons offrir l'hospitalité à des voyageurs. Cela rompt la monotonie de notre existence isolée. Clotilde entra alors, portant un plateau en argent terni sur lequel reposait une théière fumante et 3 tasses de porcelaine fine. Elle servit le thé avec des gestes précis, presque ritualisés, et tendit une tasse à Augustin. « Buvez, mon père, encouragea-t-elle. C'est un mélange spécial de notre fabrication, des herbes que nous cultivons dans notre jardin. Vous le trouverez revigorant. » Augustin porta la tasse à ses lèvres et prit une gorgée prudente. Le liquide était brûlant et avait un goût amer, presque métallique, avec des notes de menthe et quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. Il réprima une grimace et posa la tasse. « Délicieux, mentit-il poliment. Vous disiez que vous vivez seul ici. N'avez-vous pas de domestique, une propriété de cette taille ?» Les 2 sœurs échangèrent un regard, et Augustin eut la sensation étrange qu'elles communiquaient silencieusement, partageant un secret qu'ils ne devaient pas connaître. « Nous avons eu des domestiques autrefois, » répondit Vivienne après un moment. « Mais ils ne restaient jamais longtemps. Les gens du pays sont superstitieux, vous comprenez ? Ils inventent des histoires ridicules sur notre ferme, sur nous, des commérages sans fondement qui font fuir quiconque pourrait nous aider. Alors nous nous débrouillons seuls, ma sœur et moi. Nous sommes devenus très autonomes. » Le mot sembla peser lourdement dans l'air, chargé de significations multiples. Augustin sentit un frisson parcourir son échine, malgré la chaleur du feu. « Quelle sorte d'histoire ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton détaché. Clotilde rit, un son cristallin mais sans joie. « Oh, les superstitions habituelles des campagnes. Qu'entendez-vous dans la nuit? Que nous pratiquons des rituels impies, que les voyageurs qui viennent ici ne repartent jamais. Vous savez comment sont les paysans. Ils ont peur de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Et est-ce vrai ?» L'audace de sa propre question surprit Augustin. « Que les voyageurs disparaissent dans cette région ?» Le silence qui suivit fut électrique. Les flammes crépitèrent dans la cheminée. Quelque part dans les profondeurs de la maison, une porte claqua, faisant sursauter Augustin. Vivienne se pencha en avant, ses yeux pâles fixant intensément ceux du prêtre. « Mon père, » dit-elle d'une voix douce mais teintée d'acier, « êtes-vous venu ici pour nous offrir les sacrements ou pour nous accuser de crimes imaginaires ?» Augustin déglutit, sentant sa gorge sèche malgré le thé qu'il avait bu. « Je ne suis venu accuser personne, mademoiselle. Je suis simplement un serviteur de Dieu qui cherche la vérité. Si des âmes sont en danger dans cette région, il est de mon devoir de le découvrir. » Clotilde se leva brusquement, sa robe bruissant comme des feuilles mortes. « La vérité !» répéta-t-elle avec un sourire énigmatique. « Quelle noble quête! Mais êtes-vous certain, mon père, de vouloir vraiment la découvrir? Parfois, la vérité est plus terrible que n'importe quel mensonge. » Avant qu'Augustin ne puisse répondre, une cloche résonna quelque part dans les profondeurs de la maison, un son grave et lugubre qui sembla faire vibrer les murs de pierre. « Ah !» dit Vivienne en se levant avec grâce, « le dîner est servi. Venez, mon père, nous avons préparé un festin en votre honneur, j'espère que vous avez bon appétit. » Elle lui tendit la main, et Augustin, ne voyant pas comment refuser sans insulter ses hôtesses, l'accepta. Sa peau était froide comme du marbre, et ses doigts longs et fins se refermèrent sur les siens avec une force surprenante. Ils le conduisirent à travers des couloirs labyrinthiques, passant devant des portes closes d'où émanaient des sons étranges, des grattements, des murmures, un gémissement plaintif qui s'interrompit brusquement. Les portraits au mur semblaient se multiplier, des dizaines de visages pâles et sévères qui observaient leur progression avec une désapprobation muette.
Enfin, ils arrivèrent à une salle à manger imposante. Une longue table de chêne noir occupait le centre de la pièce, dressée pour 3 personnes, avec une argenterie ancienne et des chandeliers massifs qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Les fenêtres étaient masquées par de lourds rideaux de velours pourpre, isolant complètement la pièce du monde extérieur. Mais ce qui captiva l'attention d'Augustin, ce qui le figea sur le seuil avec une horreur grandissante, ce furent les plats disposés sur la table. Des couvercles en argent dissimulaient le contenu des plats principaux, mais des effluves s'en échappaient. Cette même odeur douceâtre et épicée qu'il avait sentie depuis son arrivée, maintenant si forte qu'elle saturait l'air et lui donnait la nausée. Des accompagnements étaient déjà servis, des légumes rôtis qui semblaient normaux, du pain frais dont l'apparence contrastait étrangement avec l'état délabré de la maison, et une sauce épaisse et sombre dans une saucière de cristal qui reflétait la lumière des bougies avec des reflets rubis. « Asseyez-vous, mon père », invita Clotilde en désignant le siège au bout de la table. « Vous êtes notre invité d'honneur ce soir. » Augustin s'assit lentement, son instinct lui criant de fuir, mais sa curiosité, c'est sa mission, le retenant cloué sur place. Les 2 sœurs prirent place de chaque côté de lui, Vivienne à sa droite, Clotilde à sa gauche, l'encadrant comme 2 gardiennes. Vivienne souleva délicatement le couvercle du plat principal, révélant son contenu. Augustin sentit son estomac se contracter. C'était de la viande, assurément, magnifiquement rôtie à un brun doré parfait, dégageant une vapeur aromatique. Mais quelque chose dans sa texture, dans la façon dont elle était découpée, dans les os qui dépassaient, « du gibier local », annonça Vivienne d'une voix neutre, « fraîchement chassé. Nous espérons qu'il sera à votre goût. » Elle servit une portion généreuse dans l'assiette d'Augustin, ajoutant des légumes et nappant le tout de cette sauce sombre et épaisse. Puis elle et sa sœur se servirent à leur tour, avec des gestes mesurés et presque cérémoniaux. « Ne devrions-nous pas dire une prière d'abord ?» suggéra Augustin, cherchant désespérément à retarder le moment où ils devraient goûter à ce repas. Les 2 sœurs se figèrent, leurs fourchettes suspendues en l'air. Puis elles échangèrent un regard et hochèrent la tête de concert. « Bien sûr, » dit Clotilde, « comme c'est prévenant de votre part, mon père. S'il vous plaît, dirigez-nous. » Augustin joignit les mains et inclina la tête, fermant les yeux. « Bénissez, Seigneur, ce repas que nous allons prendre et accordez le pain quotidien à ceux qui n'en ont pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. »« Amen » répétèrent les sœurs à l'unisson, leur voix créant une harmonie étrange et dissonante. Le silence retomba, troublé seulement par le tintement de l'argenterie contre la porcelaine. Augustin regarda la viande dans son assiette, son cœur battant si fort qu'il était certain que les sœurs pouvaient l'entendre. Il découpa un petit morceau, le porta à ses lèvres. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire !» La voix de Clotilde le fit sursauter, et il faillit laisser tomber sa fourchette. Elle le fixait avec une intensité dérangeante, un sourire jouant sur ses lèvres rouges. « Pardon » demanda-t-il, désorienté. « Je demandais d'où vous venez exactement, mon père » répéta-t-elle, bien que ce ne fût clairement pas ce qu'elle avait dit. « Quelle paroisse vous a envoyé dans notre humble demeure ?» Augustin reposa sa fourchette, soulagé d'avoir un prétexte pour ne pas manger. « De Clermont-Ferrand, comme je l'ai mentionné, le diocèse a reçu des préoccupations concernant cette région. » « Des préoccupations » Vivienne prononça le mot comme si elle le goûtait. « Concernant nous, je présume. »« Concernant les disparitions » corrigea Augustin, bien que la distinction semblât mince. « Des familles entières qui s'évanouissent sans laisser de traces, des marchands qui ne reviennent jamais de leur tournée, des pèlerins qui n'arrivent jamais à destination. » Clotilde rit de nouveau, ce rire sans joie qui donnait la chair de poule. « Et vous pensez que nous sommes responsables? 2 pauvres femmes seules, dans une ferme isolée? Comment pourrions-nous être une menace pour quiconque? » « Je ne sais pas, » admit Augustin. « C'est ce que je suis venu découvrir. » Les 2 sœurs mangèrent en silence pendant un moment, mastiquant leur viande avec une délectation évidente.
Augustin les observait, fasciné malgré lui par la synchronisation presque parfaite de leurs mouvements, comme si elles étaient deux parties d'un même être. « Vous ne mangez pas, mon père », remarqua Vivienne avec une pointe de reproche dans la voix. « Notre cuisine ne vous plaît pas ? Je n'ai pas très faim, » mentit Augustin. « Le voyage m'a un peu retourné l'estomac. »« Comme c'est dommage !» Clotilde se pencha vers lui, si proche qu'il pouvait sentir son souffle contre son oreille. « Nous nous sommes donné tant de mal pour préparer ce festin. Ce serait vraiment décevant si vous ne goûtiez pas à notre hospitalité. » Il y avait une menace à peine voilée dans ses paroles. Augustin sentit la sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de la pièce. Il prit sa fourchette d'une main tremblante et porta enfin un morceau de viande à sa bouche. Le goût explosa sur sa langue, riche, complexe, avec cette saveur douceâtre et épicée qui imprégnait toute la maison. C'était délicieux, d'une façon qui le dégoûtait de lui-même. Il mâcha lentement, essayant de ne pas penser à ce que cela pouvait être, et avala avec difficulté. Les sœurs le regardaient avec une satisfaction évidente, leurs yeux pâles brillant à la lueur des bougies. « Alors, » demanda Vivienne, « comment trouvez-vous notre spécialité ?» Augustin posa sa fourchette, incapable de prendre une autre bouchée. « C'est très particulier. Je n'ai jamais rien goûté de tel. »« Non » dit Clotilde avec un sourire énigmatique. « Je ne pense pas que vous l'ayez fait. » Le reste du repas se déroula dans une atmosphère de tension croissante. Les sœurs continuèrent à manger avec appétit, posant occasionnellement des questions anodines sur la vie à Clermont-Ferrand, sur les nouvelles de l'Église, sur les affaires du monde extérieur qu'elles semblaient connaître uniquement par ouï-dire. Augustin répondit de façon mécanique, son esprit tourbillonnant avec des pensées de plus en plus sombres. Quand le repas fut enfin terminé, Vivienne se leva et sonna une petite cloche. « Il est tard, » annonça-t-elle. « Vous devez être épuisé, mon père. Nous avons préparé une chambre pour vous à l'étage. Vous pourrez partir à l'aube si vous le souhaitez. » Augustin se leva aussi, ses jambes tremblantes. L'idée de passer la nuit dans cette maison le remplissait d'effroi, mais partir maintenant dans l'obscurité totale et la brume qui rendait tout déplacement périlleux serait tout aussi dangereux. « Vous êtes très aimable, » dit-il, sa voix sonnant creuse même à ses propres oreilles. « Je vous remercie pour votre hospitalité. » Clotilde le prit par le bras avec une familiarité dérangeante et le guida hors de la salle à manger, à travers les couloirs sombres, jusqu'à l'escalier monumental. Ils montèrent les marches grinçantes, passant devant des paliers où des portes closes semblaient cacher des secrets innombrables. La chambre qui lui était destinée se trouvait au bout d'un long corridor, au 2e étage. C'était une pièce spacieuse mais spartiate, meublée d'un grand lit à baldaquin, d'une armoire massive et d'une table de nuit sur laquelle brûlait une bougie solitaire. Une fenêtre donnait sur la cour, mais la vue était obscurcie par la brume qui semblait avoir encore épaissi. « Dormez bien, mon père, » dit Clotilde en se tenant sur le seuil. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes de très légères dormeuses. » Elle referma la porte, et Augustin entendit le clic distinctif d'une clé tournant dans une serrure. Il était prisonnier. Son cœur battant la chamade, il se précipita vers la porte et essaya la poignée. Verrouillée de l'extérieur, comme il le craignait, il courut vers la fenêtre et tenta de l'ouvrir, mais elle était clouée. Le verre était épais et renforcé, briser la vitre ne servirait à rien. Augustin s'assit sur le bord du lit, sa tête entre ses mains, essayant de calmer sa respiration paniquée. Il fallait qu'il trouve un moyen de sortir d'ici, de découvrir ce qui se passait vraiment dans cette ferme maudite, et de s'échapper avant de devenir... Avant de devenir quoi, exactement? Le prochain plat au menu? Cette pensée le glaça jusqu'aux os. La viande qu'on lui avait servie, son goût étrange, la façon dont les sœurs l'avaient observé manger avec une satisfaction presque gourmande. Non, c'était impossible, impensable. Il se laissait emporter par son imagination, par l'atmosphère oppressante de cette maison et par les rumeurs qu'il avait entendues. Mais alors,
Pourquoi était-il enfermé? Pourquoi cette odeur persistante de décomposition masquée par des épices? Pourquoi ces instruments chirurgicaux, ces bocaux contenant des formes indistinctes, ces os trouvés dans les champs selon les rapports qu'il avait lus? Il devait y avoir des réponses quelque part dans cette maison, et il devait les trouver avant l'aube. Augustin se leva et commença à explorer méthodiquement la chambre, cherchant une issue, un passage secret, n'importe quoi qui pourrait l'aider. Il tâta les murs, examina l'armoire, fouilla sous le lit. C'est alors qu'il remarqua une trappe dans le plafond, à peine visible dans la pénombre. Un accès au grenier, peut-être. Il poussa l'armoire sous la trappe avec d'infinies précautions pour ne pas faire de bruit, grimpa dessus et poussa le panneau de bois. Il céda avec un grincement étouffé, révélant une ouverture sombre. Augustin se hissa dans le grenier, sa bougie projetant des ombres dansantes sur les poutres poussiéreuses et les toiles d'araignée. L'espace était encombré de vieux meubles, de malles et de caisses entassées sans ordre apparent. Et là, dans un coin, sous une bâche moisie, il trouva ce qu'il cherchait et ce qu'il redoutait de trouver. Un coffre de bois, non verrouillé. À l'intérieur, des papiers jaunis, des lettres, des documents et un manuscrit. Un journal intime à la reliure de cuir craquelé, les pages couvertes d'une écriture fiévreuse et désordonnée. Augustin s'assit en tailleur sur le plancher poussiéreux, sa bougie posée à côté de lui, et commença à lire. Les mots qu'il découvrit allaient hanter ses cauchemars pour le restant de ses jours. Journal de Vivienne et Clotilde de Whitlow, commencé en l'an de grâce 1875. Les mains d'Augustin tremblaient, tandis qu'il tournait les pages fragiles du manuscrit, sa bougie projetant une lumière vacillante sur l'écriture serrée qui couvrait chaque centimètre de papier jauni. La poussière du grenier irritait ses poumons, mais il osait à peine respirer, captivé et horrifié par les mots qui se révélaient sous ses yeux. 15 septembre 1875. Nous sommes arrivés à la ferme Whitlow après 3 semaines de voyage depuis Portsmouth. Le testament de notre père stipulait que cette propriété nous revenait, à Clotilde et à moi, bien que nous n'ayons jamais su qu'il possédait des terres en France. La maison est en piteux état, mais isolée, exactement ce dont nous avons besoin après le scandale qui nous a chassés d'Angleterre. Personne ne nous connaît ici. Nous pouvons recommencer. Augustin sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il tourna plusieurs pages, cherchant des détails sur ce scandale, mais les sœurs n'y faisaient plus référence. L'écriture sautait d'une année à l'autre, chaque entrée marquant un événement significatif. 3 novembre 1876. L'hiver approche et nos provisions s'amenuisent. Les paysans du village de Montpérou refusent de nous vendre quoi que ce soit, nous traitant comme des parias. Ils murmurent dans notre dos, nous accusent d'être des sorcières anglaises venues corrompre leurs terres. Clotilde a suggéré que nous chassions dans les forêts environnantes. Père nous a enseigné l'art de la dissection. Pourquoi ne pas l'appliquer au gibier? Les entrées suivantes détaillaient leurs expériences de chasse, leurs échecs initiaux, puis leurs succès croissants. Mais quelque chose dans le ton changeait progressivement, devenait plus sombre, plus obsessionnel. 12 janvier 1877. Un colporteur s'est présenté à notre porte aujourd'hui, un homme maigre, aux yeux vitreux, qui vendait des rubans et des babioles. Il était seul, sans famille, qui l'attendrait, sans itinéraire fixe. Personne ne remarquerait son absence. Clotilde l'a invité à entrer pour se réchauffer. Il a accepté avec gratitude. Il ne quittera jamais cette maison. Pas vivant, en tout cas. Je devrais être horrifié par ce que nous avons fait, mais je ne ressens qu'une curiosité scientifique. Père disait toujours que la connaissance anatomique ne pouvait être véritablement acquise que par la pratique directe. Nous avons mis ces enseignements en application cette nuit. Le corps humain est une machine fascinante, un mécanisme d'une complexité infinie, et la viande est d'une tendreté exquise. Augustin laissa échapper un gémissement étouffé, sa main portée à sa bouche pour réprimer la nausée qui montait. Non, ce n'était pas possible. Mais les mots continuaient, page après page, une chronique méticuleuse de l'horreur. 28 mars 1877, notre deuxième invité.
Une femme cette fois, une veuve en route vers Lyon. Elle pleurait son mari récemment décédé. Nous lui avons offert du réconfort, du thé, un lit pour la nuit. Au petit matin, elle ne se réveillera pas. Clotilde a exprimé le désir d'expérimenter avec les organes. Elle pense que certaines parties du corps contiennent l'essence de la personne, que les consommer pourrait transférer leur qualité. Le cœur pour le courage, le cerveau pour l'intelligence, le foie pour la vitalité. Des superstitions, bien sûr, mais elle insiste. La saveur est effectivement différente selon les organes, plus riche, plus complexe. Nous documentons méticuleusement nos découvertes. Si ce savoir ne peut être partagé avec le monde, au moins sera-t-il préservé. Le manuscrit continuait ainsi pendant des dizaines de pages, chaque entrée marquant une nouvelle victime, un nouveau invité qui ne quitterait jamais la ferme Whitlow. Des marchands, des pèlerins, des voyageurs solitaires, même des familles entières lorsque l'occasion se présentait. Les sœurs avaient développé une méthodologie, un système parfaitement rodé. Elles choisissaient des victimes qui ne seraient pas recherchées, qui voyageaient sans itinéraire fixe, qui n'avaient pas de proches à proximité. Elles les attiraient avec l'hospitalité, les droguaient avec leur thé aux herbes, puis les conduisaient dans ce qui devait être le sous-sol de la maison, où elles pratiquaient leur expérience. Mais ce n'était pas seulement pour la nourriture, réalisa Augustin avec une horreur croissante. Les sœurs étaient obsédées par l'anatomie, par la dissection, par la compréhension minutieuse du corps humain. Elles considéraient leurs victimes comme des spécimens de recherche, documentant chaque découverte avec une précision scientifique glaçante. 14 août 1878. Clotilde pense que nous devrions développer des recettes plus élaborées. Simple viande rôtie devient monotone après un temps. Nous avons acheté des livres de cuisine lors de notre dernière visite à Clermont-Ferrand, en prenant soin de ne pas attirer l'attention. Les techniques françaises sont remarquables. Les sauces, les épices, les marinades, tout peut être adapté à notre ingrédient principal. Notre festin de ce soir était un triomphe. Un ragoût longuement mijoté avec des herbes de Provence, accompagné de légumes de notre jardin. La chair était si tendre qu'elle se détachait des os sans effort. Nous avons bu du vin volé dans la cave de notre dernière victime, un négociant en vin qui avait eu l'imprudence de voyager seul avec sa marchandise. Je devrais ressentir de la culpabilité, de la honte, de l'horreur devant ce que nous sommes devenus. Mais je ne ressens rien de tel, seulement une satisfaction profonde, un sentiment de puissance. Nous sommes au-dessus des lois morales qui gouvernent le commun des mortels. Nous sommes des scientifiques, des exploratrices des frontières ultimes de la connaissance humaine. Augustin dut s'arrêter de lire, submergé par une vague de dégoût et de terreur. Il avait mangé leur spécialité, il avait consommé. Il se pencha sur le côté et vomit violemment, son estomac se contractant encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les larmes coulaient sur ses joues, autant de dégoût que de rage impuissante. Combien de personnes avaient disparu dans cette maison? Combien d'âmes innocentes avaient été transformées en spécimens par ces monstres déguisés en femmes? Il s'essuya la bouche d'une main tremblante et continua à lire, sachant qu'il devait comprendre l'étendue de leur folie pour avoir une chance de s'échapper et de rapporter leurs crimes au monde. Les années suivantes révélaient une escalade de leur dépravation. Les sœurs ne se contentaient plus de tuer par nécessité ou opportunité. Elles chassaient activement, planifiaient leurs meurtres, développaient des stratégies pour attirer des victimes spécifiques. 2 juin 1880. Nous avons perfectionné notre technique de sélection. Les hommes d'âge moyen offrent le meilleur rendement, avec une viande bien marbrée. Les jeunes sont plus tendres mais moins savoureux. Les femmes, particulièrement celles qui ont porté des enfants, ont une texture unique. Nous documenterons tout cela pour la postérité. 19 octobre 1881. Un événement remarquable. Un couple en voyage de noces s'est présenté à notre porte, perdu dans la brume. Ils étaient si jeunes, si innocents, si confiants dans la bonté humaine. Nous les avons accueillis avec nos sourires les plus chaleureux. Clotilde a insisté pour qu'ils soient nos invités d'honneur à un banquet spécial.
Nous avons préparé un festin élaboré utilisant des parties de nos invités précédents. Le jeune couple a mangé avec appétit, ne soupçonnant rien, complimentant notre cuisine. Quand nous leur avons révélé ce qu'ils venaient de consommer, leurs expressions valaient tous les trésors du monde. Le choc, l'horreur, la révulsion. La jeune mariée a vomi sur la table. Son mari a tenté de nous attaquer, mais le sédatif dans le vin faisait déjà effet. Ils ont rejoint le menu eux-mêmes le lendemain. Justice poétique, non? Augustin sentit sa gorge se serrer. La cruauté calculée, le plaisir sadique que les sœurs prenaient dans la souffrance de leurs victimes, ce n'était pas seulement de la folie. C'était le mal à l'état pur. Il tourna encore des pages, remarquant que l'écriture devenait plus erratique, plus désordonnée au fil du temps, comme si les sœurs sombraient dans une démence croissante. Les entrées espacées donnèrent place à des divagations philosophiques sur la nature de l'humanité, du péché, de la moralité. 7 février 1883. Clotilde a fait une observation fascinante. Elle dit que nous consommons l'essence même de nos invités, que chaque bouchée contient leurs expériences, leurs souvenirs, leur âme même. Elle prétend pouvoir sentir leur présence en elle, murmurer dans son esprit. Je pense qu'elle perd la raison, ou peut-être est-ce moi qui la perds en ne partageant pas sa vision. Nous sommes seuls depuis si longtemps, isolés de tout contact humain significatif, sauf celui de nos victimes hurlantes. Le monde extérieur semble irréel, comme un rêve lointain. Seule cette maison est réelle, seul notre rituel est réel. Chasser, tuer, préparer, dévorer, c'est notre existence entière désormais. 31 octobre 1884. Halloween. Une nuit appropriée pour nos festivités. Nous avons invité 3 voyageurs simultanément sous prétexte d'une fête. Un banquet grotesque avec des décorations macabres que nous seuls comprenions. Des crânes blanchis disposés comme des centres de table. Des chandelles plantées dans des fémurs. Notre art culinaire le plus accompli, servi sur nos plus belles porcelaines. Nos invités ont mangé, bu, ri, inconscients du fait qu'ils célébraient leur propre faim. Quand les sédatifs ont enfin agi, nous les avons traînés un par un au sous-sol. Le travail de cette nuit durera jusqu'à l'aube, mais ce sera glorieux. Notre garde-manger sera bien rempli pour l'hiver. Les dernières entrées dataient de quelques mois seulement. L'écriture était presque illisible, griffonnée à la hâte, tachée de ce qui ressemblait à du sang séché. 15 juillet 1885. Clotilde devient imprudente. Elle veut augmenter la fréquence de nos réceptions. Elle dit que la faim est constante maintenant, qu'elle ne peut plus être satisfaite par de simples repas. Elle parle de chasser dans les villages, de prendre des risques. Je lui ai rappelé que notre succès dépend de notre discrétion. Mais elle ne m'écoute plus. Elle passe des heures dans le sous-sol, parlant aux « restes », leur demandant conseil. Sa santé mentale se détériore rapidement. Peut-être devrions-nous cesser. Peut-être avons-nous franchi une limite que nous n'aurions jamais dû franchir. Mais je sais que c'est impossible. Nous sommes allés trop loin pour revenir en arrière. Nous ne sommes plus humaines, si tant est que nous l'ayons jamais été. Nous sommes devenus autre chose, quelque chose de monstrueux. La dernière entrée était datée du 10 octobre 1885, il y a à peine 2 semaines. Un prêtre viendra, je l'ai vu dans les cartes que Clotilde lit obsessivement maintenant. Un homme de foi, venu chercher la vérité. Il sera notre plus grand défi et notre plus délectable festin. Un homme de Dieu. Quelle ironie exquise. Peut-être que consommer un serviteur du ciel nous accordera la rédemption. Ou peut-être que cela scellera définitivement notre damnation. Je m'en moque. La faim est tout ce qui reste. La faim éternelle, insatiable. Nous attendrons qu'il vienne à nous, cet agneau sacrificiel, et nous le dévorerons. Corps et âme. Augustin referma le manuscrit d'un coup sec, son cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles comme un tambour. Elle savait, elle l'attendait. Tout ceci était une mise en scène, un piège dans lequel il était tombé tête baissée. Il devait sortir d'ici, immédiatement. Il se leva précipitamment, trop précipitamment. Son pied heurta une vieille caisse qui bascula avec un bruit sourd qui résonna dans le grenier comme un coup de tonnerre. Augustin se figea, retenant son souffle.
Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel bruit. Puis, dans la distance, il entendit des pas qui montèrent l'escalier, des pas qui approchaient. « Mon père !» chanta une voix. « Clotilde !» reconnut-il. « Où êtes-vous? Vous n'arrivez pas à dormir? Nous pouvons vous préparer un autre thé, un thé spécial pour vous aider à vous reposer, pour toujours. » Le rire qui suivit glaça Augustin jusqu'à la moelle. Ce n'était pas le rire d'une femme, c'était quelque chose de guttural, de bestial, un son qui n'aurait jamais dû sortir d'une gorge humaine. Il regarda frénétiquement autour de lui, cherchant une autre issue. Le grenier s'étendait sur toute la longueur de la maison. Il devait y avoir d'autres trappes, d'autres accès. Il rampa silencieusement entre les caisses et les meubles abandonnés, sa bougie éteinte pour ne pas trahir sa position. Derrière lui, il entendait maintenant les deux sœurs qui fouillaient méthodiquement les chambres, ouvrant les portes les unes après les autres. Il n'est pas dans sa chambre, Vivienne. Alors il se cache, comme c'est amusant. Nous adorons jouer à cache-cache, n'est-ce pas, ma sœur? Oh, oui, et nous gagnons toujours, toujours. Leurs voix résonnaient maintenant à l'unisson, créant cette harmonie dissonante qu'Augustin avait remarquée plus tôt. Mais maintenant, il comprenait ce que c'était, une démence partagée, deux esprits brisés fusionnés en une seule conscience malade. Il atteignit enfin l'autre extrémité du grenier et trouva ce qu'il cherchait, une trappe similaire à celle par laquelle il était monté. Il la souleva précautionneusement et jeta un coup d'œil en bas. La pièce en dessous était plongée dans l'obscurité. Il ne pouvait pas distinguer ce que c'était, mais cela n'avait plus d'importance. Il devait descendre, trouver un moyen de sortir de cette maison maudite et s'enfuir avant que les sœurs ne le trouvent, avant qu'elles ne le transforment en leur prochain festin. Il se laissa glisser par l'ouverture, s'accrochant au rebord avant de se laisser tomber. La chute fut plus longue que prévu et il atterrit lourdement, son genou heurtant le sol de pierre. La douleur fulgurante faillit lui arracher un cri, mais il se mordit la lèvre jusqu'au sang pour rester silencieux. Il resta immobile, haletant dans l'obscurité, attendant que ses yeux s'adaptent. Progressivement, des formes se précisèrent. Il était dans une sorte de débarras ou de cellier, encombré d'étagères et de tonneaux. Une faible lueur filtrait sous une porte à l'autre bout de la pièce. Augustin boitilla vers la porte et l'entr'ouvrit prudemment. Un couloir s'étendait devant lui, éclairé par des lampes à huile espacées qui projetaient des ombres dansantes. Il reconnut l'endroit. Il était au rez-de-chaussée, pas loin de l'entrée principale. L'espoir renaquit dans sa poitrine. Il pouvait y arriver, il pouvait s'échapper. Il s'engagea dans le couloir, collé au mur, ses pas aussi silencieux que possible sur les dalles de pierre. Au-dessus de sa tête, il entendait les sœurs qui continuaient leurs recherches, déplaçant des meubles, ouvrant des portes. Il était presque arrivé au vestibule quand une voix le figea sur place. « Vous allez où comme ça, mon père ?» Vivienne se tenait dans l'embrasure d'une porte qu'il n'avait pas remarquée, sa silhouette se découpant contre une lumière rouge et vacillante qui provenait de derrière elle. Son visage était un masque de calme apparent, mais ses yeux pâles brillaient d'une lueur démente. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Les mots sortirent de sa bouche comme une incantation étrange, complètement déplacée dans le contexte. Augustin la fixa, paralysé par la peur et la confusion. Puis Clotilde apparut derrière lui, surgissant d'une autre porte, l'encerclant. Elle tenait quelque chose dans sa main, un long couteau de cuisine dont la lame luisait à la lumière des lampes. « Vous avez trouvé notre journal, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Vous savez maintenant. Vous savez ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous devons faire, » corrigea Vivienne. « Vous ne comprenez pas, mon père. Nous n'avons pas choisi cette voie. Elle nous a choisis. La faim nous a transformés. Elle a réveillé quelque chose en nous, quelque chose d'ancien et de primordial. » Augustin trouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât. « Vous êtes des meurtrières, des cannibales, des monstres. Au nom de Dieu, combien de personnes avez-vous tué ?» Les deux sœurs échangèrent un regard, et quelque chose qui ressemblait à de la tristesse passa brièvement sur leur visage. « Nous avons cessé de compter après la 30e, admit Vivienne.
Ou peut-être était-ce la 40e. Les années se confondent, les visages se fondent les uns dans les autres. Ils ne sont plus des personnes pour nous, vous comprenez, seulement de la subsistance, de la matière première. Vous êtes folle, souffla Augustin. Sans doute, acquiesça Clotilde avec un sourire triste. Mais une fois que vous avez franchi certaines limites, mon père, il n'y a pas de retour possible. On s'y habitue, puis on en a besoin. Puis on ne peut plus imaginer vivre autrement. Elle avança d'un pas, le couteau levé. Nous sommes désolés, sincèrement. Vous semblez être un homme bon. Mais la faim ne peut être niée. Augustin recula, son dos heurtant le mur. Il était pris au piège, sans armes, sans issue. Il allait mourir dans cette maison maudite, et personne ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. Mais il ne mourrait pas sans se battre. Alors que Clotilde bondissait en avant, Augustin se jeta sur le côté, saisissant une des lampes à huile accrochées au mur. Il la lança de toutes ses forces contre la sœur. Le verre se brisa. L'huile enflammée éclaboussa la robe de velours vert de Clotilde, qui s'embrasa instantanément. Ses hurlements déchirèrent la nuit. Elle tourbillonna sur elle-même, battant des bras frénétiquement pour éteindre les flammes qui dévoraient ses vêtements et ses cheveux. « Clotilde !» hurla Vivienne, se précipitant vers sa sœur, essayant d'étouffer les flammes avec ses propres mains. Augustin ne perdit pas un instant. Il courut vers le vestibule, vers la liberté. La porte d'entrée était là, à quelques mètres seulement. Il l'atteignit, tourna la poignée, verrouillée. La porte était verrouillée. Non, non, non! Augustin tira frénétiquement sur la poignée, puis se mit à tambouriner contre le bois massif, cherchant une faiblesse, n'importe quoi. Derrière lui, les hurlements de Clotilde s'étaient tus, remplacés par un son encore plus terrifiant, un grognement bas et guttural, empli d'une rage bestiale. Augustin se retourna lentement. Clotilde était debout, ou du moins ce qui restait d'elle. Les flammes avaient été éteintes, mais pas avant d'avoir causé des dégâts terribles. Son visage était à moitié brûlé, la peau cloquée et noircie, révélant par endroits l'os en dessous. Ses cheveux n'étaient plus qu'une masse carbonisée. Sa robe pendait en lambeaux calcinés. Mais elle était vivante, et dans ses yeux, ou du moins dans l'œil qui lui restait, brillait une haine pure et démente. « Vous allez payer pour ça !» siffla-t-elle d'une voix rendue rauque par les cris. « Oh, comme vous allez payer! Nous ne vous tuerons pas rapidement, mon père. Nous prendrons notre temps. Nous vous ferons souffrir pendant des jours. Des semaines peut-être. Et quand nous vous dévorerons enfin, ce sera morceau par morceau, pendant que vous serez encore conscient. » Vivienne, debout à côté de sa sœur défigurée, affichait une expression de chagrin glacé. « Vous avez blessé ma sœur, » dit-elle d'une voix dénuée d'émotion. « Pour cela, vous allez connaître des tourments que votre Dieu lui-même ne pourra imaginer. » Elles avancèrent ensemble, se déplaçant avec une synchronisation parfaite malgré les blessures de Clotilde. Augustin recula jusqu'à ce que son dos soit collé contre la porte. C'était fini. Il allait mourir ici, dans cette maison de cauchemar, entre les mains de ces monstres. Mais alors qu'il fermait les yeux et murmurait une dernière prière, il entendit quelque chose. Un bruit venant de l'extérieur, des voix, des chevaux. Les sœurs s'arrêtèrent aussi, leur tête pivotant vers la porte. « Qui ?» commença Vivienne. Un coup violent ébranla la porte, suivi d'un autre. Quelqu'un essayait de forcer l'entrée. « Ouvrez au nom de la gendarmerie !» L'espoir explosa dans la poitrine d'Augustin. « À l'aide !» hurla-t-il de toutes ses forces. « À l'aide ! Elles vont me tuer !» Les sœurs échangèrent un regard paniqué. Pour la première fois depuis son arrivée, Augustin vit de la peur réelle dans leurs yeux. Puis, d'un commun accord, elles tournèrent les talons et s'enfuirent dans les profondeurs de la maison. Un dernier coup, plus violent encore, et la porte céda dans un craquement de bois fendu. 3 hommes en uniforme se précipitèrent à l'intérieur, pistolets au poing, suivis par une silhouette familière en soutane noire. « Père Grégoire !» sanglota Augustin, s'effondrant contre le mur. Le vieux prêtre se précipita vers lui, le soutenant. « Mon fils, Dieu soit loué. Quand ton cheval est revenu seul à l'écurie, nous avons su que quelque chose n'allait pas. J'ai alerté les autorités immédiatement. »
Le sergent de la gendarmerie, un homme trapu avec une moustache impressionnante, scruta le vestibule avec méfiance. « Où sont-elles, les femmes qui habitent ici ?»« Parties, halta Augustin. Elles se sont enfuies vers... » Il s'interrompit, réalisant soudain où elles avaient dû aller. « Le sous-sol. Elles ont un sous-sol où elles gardent. » Il ne put finir sa phrase, submergé par une nouvelle vague de nausées en se rappelant le contenu du manuscrit. Le sergent fit signe à ses hommes. « Fouillez la maison, toutes les pièces. Si vous trouvez quelque chose de suspect, vous m'appelez immédiatement. » Ce qu'ils trouvèrent dans les heures qui suivirent hanterait chacun d'entre eux jusqu'à la fin de leur jour. Le sous-sol était exactement tel que décrit dans le manuscrit, une chambre d'horreur qui défiait l'imagination. Des tables de dissection tachées de sang séché, des instruments chirurgicaux disposés avec soin, des bocaux contenant des organes conservés étiquetés avec des dates et des descriptions cliniques, et dans un coin, un garde-manger macabre où pendaient des morceaux de viande qui, après examen, s'avérèrent indéniablement humains. Mais des sœurs Whitlow, aucune trace. Les gendarmes fouillèrent chaque pièce, chaque recoin, chaque cachette possible. Ils explorèrent les celleiros, les granges, les dépendances. Ils ratissèrent les champs environnants et les bois jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Vivienne et Clotilde Whitlow avaient disparu, s'évanouies comme des fantômes dans la brume d'Auvergne. Tout ce qui restait était leur maison maudite, leur journal confessionnel et les preuves accablantes de leurs crimes atroces, et un jeune prêtre traumatisé qui savait, avec une certitude glaciale, que les sœurs cannibales étaient toujours là dehors, quelque part dans les ténèbres, chassant, affamés, attendant leur prochaine victime. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit cauchemardesque à la ferme Whitlow. Augustin était allongé dans un lit d'hôpital à Clermont-Ferrand, son corps épuisé, mais son esprit incapable de trouver le repos. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les visages des sœurs, entendait leur rire dément, sentait cette odeur douceâtre et putride qui imprégnait leur maison. Le père Grégoire lui rendait visite quotidiennement, tout comme le sergent Beaumont de la gendarmerie, qui menait désormais une enquête approfondie sur les crimes des sœurs Whitlow. Mais ce matin-là, un visiteur inattendu se présenta. C'était un homme d'une 60aine d'années, vêtu avec élégance d'un costume 3 pièces noires et portant une canne à pommeau d'argent. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés en arrière, et ses yeux bleus perçants scrutaient Augustin avec une intensité qui le mit immédiatement mal à l'aise. « Père Mercier, » dit l'homme d'une voix grave et mesurée. « Je me présente. Dr Edward Harland, médecin légiste attaché à la préfecture. J'ai été chargé d'examiner les découvertes de la ferme Whitlow. Puis-je m'asseoir ?» Augustin hocha la tête, se redressant légèrement dans son lit. Le docteur Harland tira une chaise près du lit et s'assit, posant sa canne contre le mur. « J'ai lu votre témoignage, » continua le docteur, « et j'ai examiné le manuscrit que vous avez découvert. Je dois dire que c'est un des cas les plus extraordinaires et les plus troublants que j'ai jamais rencontrés dans ma carrière. Vous avez identifié les restes ?» demanda Augustin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le visage du docteur Harland se durcit. « Nous avons identifié au moins 23 individus différents, basés sur les ossements et les autres matériels trouvés dans le sous-sol et enterrés dans la propriété. Le nombre réel de victimes est probablement beaucoup plus élevé. Certains corps ont été entièrement consumés, ne laissant aucune trace. » Augustin ferma les yeux, submergé par l'horreur de ce qu'il venait d'entendre. 23 personnes, au moins, toutes tuées, dépecées, dévorées par ces 2 femmes monstrueuses. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu vous voir aujourd'hui, » dit le docteur Harland, se penchant en avant. « Père Mercier, j'ai quelque chose à vous révéler, quelque chose que vous devez savoir, bien que cela rende cette affaire encore plus terrible qu'elle ne l'est déjà. » Augustin ouvrit les yeux, fixant le médecin avec appréhension. « Quoi donc ?» Le docteur Harland sortit un dossier de sa sacoche et l'ouvrit sur ses genoux. « Après avoir lu le manuscrit des sœurs Whitlow, j'ai été frappé par certains détails qu'elles mentionnaient, leur père médecin,
le scandale en Angleterre, leur arrivée en France en 1875. J'ai pris la liberté de faire des recherches, d'envoyer des télégrammes aux autorités britanniques. Il tourna quelques pages, ses doigts tremblant légèrement. Ce que j'ai découvert, mon père, c'est plus qu'un simple cas de deux femmes devenues cannibales. C'est l'histoire d'une malédiction familiale, d'une folie héréditaire qui s'est transmise de génération en génération. Augustin se redressa complètement, son cœur battant plus vite. « Expliquez-vous. » Le docteur Harland prit une profonde inspiration. Le père des sœurs Whitlow s'appelait le docteur Thaddeus Whitlow. C'était un médecin respecté à Londres, spécialisé en anatomie et en chirurgie. Mais en 1872, il fut accusé de crimes horrifiques, le meurtre de plusieurs de ses patients, dont les corps furent retrouvés partiellement consommés. « Mon Dieu !» murmura Augustin. L'affaire fit scandale à l'époque, mais elle fut rapidement étouffée pour protéger le prestige de la profession médicale. Whitlow disparut avant de pouvoir être arrêté, emmenant avec lui ses deux filles, Vivienne et Clotilde. On pensait qu'elles n'étaient que des témoins innocents, des victimes de la folie de leur père. Le docteur tourna une autre page, révélant une vieille coupure de journal jauni. Augustin put lire le titre « Le cannibale de Harley Street, un médecin respectable accusé de crimes innommables. » « Mais il y a plus, » continua Harland, sa voix devenant plus grave. « J'ai creusé plus profondément, remontant l'arbre généalogique des Whitlow, et j'ai découvert un schéma troublant. Le père de Thaddeus, un certain Cornelius Whitlow, fut également accusé de pratiques cannibales dans les années 1840, bien que les charges aient été abandonnées faute de preuves. Son père avant lui, Ézéchiel Whitlow, disparut mystérieusement en 1810, après que plusieurs corps mutilés furent découverts près de sa propriété dans le Yorkshire. Augustin sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Vous êtes en train de me dire que le cannibalisme se transmet dans cette famille comme une tare héréditaire. Je dis que cette famille semble avoir été affligée par une forme de démence qui se manifeste par une compulsion cannibale, » répondit le docteur Harland prudemment. « Que ce soit héréditaire au sens médical, je ne peux l'affirmer avec certitude, mais le schéma est indéniable. Génération après génération, les Whitlow ont succombé à cet appétit monstrueux. » Il referma le dossier et regarda Augustin directement dans les yeux. « Mais ce qui est encore plus troublant, mon père, c'est ce que j'ai découvert concernant les sœurs elles-mêmes. » « Qu'avez-vous découvert ?» Le docteur Harland hésita, comme s'il pesait ses mots. « Dans le manuscrit, Vivienne et Clotilde mentionnent qu'elles sont seules depuis la mort de leurs parents. Elles ne donnent aucun détail sur cette mort, notez bien. Mais mes recherches ont révélé quelque chose d'extraordinaire. » Il sortit un autre document de sa sacoche, un acte de décès officiel en provenance d'Angleterre. Le docteur Thaddeus Whitlow est mort en 1874 à Portsmouth, un an avant que ses filles n'arrivent en France. La cause officielle du décès est listée comme une maladie cardiaque. Mais j'ai retrouvé le médecin qui a signé ce certificat, maintenant retraité. Il m'a confié sous le sceau du secret que les circonstances de la mort étaient inhabituelles. Inhabituelles comment? Le corps du docteur Whitlow, quand on l'a découvert, avait été partiellement dévoré. Un silence de plomb tomba sur la chambre d'hôpital. Augustin fixait le docteur Harland avec une horreur grandissante, comprenant lentement l'implication de ce qu'il venait d'entendre. « Vous voulez dire que ses propres filles l'ont tué et consommé? » « Oui, » termina le docteur Harland, « c'était leur première victime. Leur père, l'homme qui leur avait enseigné l'anatomie, qui leur avait transmis sa propre démence cannibale. Elles ont retourné ses leçons contre lui. » Augustin porta une main à sa bouche, sentant la bile monter dans sa gorge. L'horreur de cette révélation dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Les sœurs n'avaient pas seulement été corrompues par les circonstances ou la nécessité. Elles avaient embrassé activement leur héritage maudit, commençant par le meurtre de leur propre père. « Et leur mère ?» demanda-t-il faiblement. Le docteur Harland secoua la tête. « Aucune trace d'elle. »
Le certificat de décès du docteur Whitlow mentionne qu'il était veuf, mais je n'ai trouvé aucun enregistrement de la mort de sa femme. Il est possible qu'elle ait été leur deuxième victime. Ou peut-être était-elle déjà morte avant, des causes naturelles ou autrement. Il se pencha en arrière, l'air soudainement épuisé. « Père Mercier, cette famille est une aberration, une lignée de monstres qui s'est perpétuée pendant près d'un siècle. Et maintenant, 2 de ces monstres sont en liberté quelque part, probablement affamés et désespérés. Vous pensez qu'elles tueront encore ? Je ne pense pas, mon père. Je suis certain qu'elles le feront. Le cannibalisme pour ces femmes n'est pas seulement un acte de survie ou de démence. C'est leur identité même, c'est ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas plus s'empêcher de tuer et de dévorer que vous ne pouvez vous empêcher de respirer. » Augustin s'affaissa contre ses oreillers, submergé par le poids de ces révélations. « Alors que pouvons-nous faire? Comment les arrêter ?» « Le sergent Beaumont a organisé une battue dans toute la région, » répondit le docteur Harland. « Des avis de recherche ont été envoyés à toutes les gendarmeries de France. Les ports et les frontières sont surveillés. » Mais il n'acheva pas sa phrase, mais Augustin comprit. Les sœurs Whitlow avaient survécu pendant 10 ans en attirant des victimes isolées, en opérant avec une discrétion méticuleuse. Elles étaient intelligentes, calculatrices, et maintenant traquées, elles seraient encore plus prudentes. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, » dit le docteur Harland après un long silence. « Quelque chose que j'ai découvert en examinant les restes dans le sous-sol. » « De quoi donc ?» Augustin n'était pas sûr de vouloir entendre davantage, mais il savait qu'il le devait. Le docteur sortit un dernier document, ce qui ressemblait à un rapport médical manuscrit. En analysant les ossements, j'ai fait une découverte troublante. Certains des restes présentaient des signes de cannibalisme ancien. Vous voulez dire que certaines des victimes des sœurs Whitlow avaient déjà consommé de la chair humaine avant de devenir elles-mêmes des victimes, confirma le docteur. Pas toutes, mais au moins 3 ou 4. Les marques sur leurs propres os, les traces de découpe, la façon dont certains de leurs propres restes avaient été préparés avant leur mort. Tout indique qu'elles avaient été des cannibales elles-mêmes. Augustin sentit sa tête tourner. « Mais comment est-ce possible ?»« Je ne sais pas, » admit le docteur Harland. « Peut-être que les sœurs Whitlow cherchaient activement d'autres cannibales, qu'elles essayaient de trouver des gens comme elles, ou peut-être... » Il hésita, comme s'il n'osait pas formuler la pensée. « Peut-être quoi ? Peut-être qu'il y a plus de cannibales actifs en France que nous ne le pensons. Peut-être que les sœurs Whitlow ne sont pas uniques. Peut-être qu'elles font partie d'un réseau plus large, d'une communauté de monstres qui se cachent parmi nous. » La suggestion était si terrifiante qu'Augustin ne put même pas la traiter. L'idée qu'il puisse y avoir d'autres comme les sœurs Whitlow, cachées dans l'ombre, chassant et dévorant en secret. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La phrase sortit des lèvres du docteur Harland comme si elle était parfaitement naturelle, mais elle n'avait aucun sens dans le contexte de leur conversation. Augustin cligna des yeux, désorienté. « Docteur ?» Harland secoua la tête, comme s'il sortait d'une transe. « Pardonnez-moi, j'ai l'esprit ailleurs. Cette affaire me hante, Père Mercier. Je n'ai pas dormi correctement depuis que j'ai commencé à examiner les preuves, les cauchemars. » Il frissonna. « Je comprends, » dit Augustin doucement. « Moi non plus, je ne dors plus. » Le docteur Harland se leva, récupérant sa canne. « Je dois retourner à mon travail. Il reste encore beaucoup de restes à identifier, beaucoup de familles à notifier. Mais je voulais que vous sachiez la vérité sur les sœurs Whitlow. Vous méritez de comprendre la nature de ce à quoi vous avez échappé. Merci, docteur. » Augustin tendit la main, et le docteur la serra brièvement. « Reposez-vous, mon père, et priez. Priez pour que ces démons soient capturés avant qu'elles ne puissent faire plus de mal. » Après le départ du docteur Harland, Augustin resta allongé dans son lit, fixant le plafond, son esprit tourbillonnant avec tout ce qu'il venait d'apprendre. Une lignée maudite, un héritage de cannibalisme transmis de génération en génération. Et maintenant,
Deux monstres en liberté, affamés et désespérés. Mais quelque chose dans l'histoire du docteur ne collait pas. Quelque chose que son esprit rationnel refusait d'accepter, même face à toutes les preuves. Le cannibalisme n'était pas héréditaire, ça ne pouvait pas l'être. C'était un comportement, pas une maladie génétique. Alors pourquoi tant de membres de la famille Whitlow avaient-ils succombé à cette même compulsion? À moins que une pensée glaciale traversât l'esprit d'Augustin. Et si ce n'était pas héréditaire au sens biologique? Et si c'était transmis d'une autre façon? Dans le manuscrit, Vivienne avait mentionné que leur père leur avait enseigné l'anatomie, les secrets du corps humain. Et si ce n'était pas tout ce qu'il leur avait enseigné? Et s'il les avait initiés activement à ces pratiques cannibales, les corrompant dès leur plus jeune âge? C'était une possibilité encore plus terrifiante que la folie héréditaire. Cela signifiait que le mal des Whitlow n'était pas une aberration génétique, mais une perversion cultivée, transmise de parents à enfants comme une tradition abominable. Et cela signifiait que les sœurs, si elles avaient eu des enfants. Augustin se redressa brusquement dans son lit, son cœur battant. Il fallait qu'il parle au sergent Beaumont. Il fallait qu'il vérifie quelque chose. Il sortit du lit malgré les protestations de son corps endolori et se précipita dans le couloir, cherchant une infirmière. Il devait savoir. Il devait être sûr. Les sœurs Whitlow. Halta-t-il quand il trouva enfin quelqu'un? Ont-elles eu des enfants? Y a-t-il des descendants? L'infirmière le regarda avec confusion. « Monsieur le père, vous devriez retourner vous coucher. »« Non !» Augustin la saisit par les épaules, son urgence dépassant les conventions sociales. « C'est important. Les sœurs Whitlow, le sergent Beaumont doit vérifier si elles ont eu des enfants. » L'infirmière, effrayée par son intensité, hocha rapidement la tête. « Je vais envoyer chercher le sergent. Mais s'il vous plaît, retournez dans votre chambre. » Augustin la laissa le guider de retour à son lit, mais il ne put se calmer. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, assemblant les pièces d'un puzzle horrible. Si les sœurs avaient eu des enfants avant de commencer leur crime, ces enfants seraient adultes maintenant. Et s'ils avaient été élevés dans cette tradition maudite? Le sergent Beaumont arriva 1 heure plus tard, l'air épuisé et irrité d'avoir été dérangé. « Père Mercier, qu'y a-t-il de si urgent ?» Augustin lui expliqua sa théorie, sa crainte que les sœurs aient pu avoir des descendants qui auraient été corrompus de la même manière. Le sergent fronça les sourcils, réfléchissant. « C'est une possibilité troublante. Laissez-moi vérifier. » Il revint 2 heures plus tard, son visage encore plus sombre. « Nous avons trouvé des enregistrements, » dit-il d'une voix tendue. « Vivienne Whitlow a donné naissance à une fille illégitime en 1870, avant leur arrivée en France. L'enfant a été placé dans un orphelinat à Londres. » Le sang d'Augustin se glaça. Et qu'est-il arrivé à cet enfant? Elle a été adoptée par une famille française en 1873. Le nom adoptif était... Il consulta ses notes. Rousseau, Marguerite Rousseau. Elle aurait 15 ans maintenant. Savez-vous où elle se trouve? Le sergent secoua la tête. Les enregistrements s'arrêtent là, mais je vais faire des recherches. Si cette fille existe encore, nous devons la trouver. Elle pourrait être en danger, ou elle pourrait être dangereuse elle-même. Après le départ du sergent, Augustin s'allongea de nouveau, son esprit refusant de se calmer. Quelque part en France, il y avait une jeune fille qui portait le sang des Whitlow. Une jeune fille qui, si elle avait été retrouvée par ses mères biologiques, aurait pu être initiée à leurs pratiques abominables. Ou pire, une jeune fille qui pourrait déjà manifester les mêmes compulsions, la même faim monstrueuse, même sans connaître ses origines. La malédiction des Whitlow était loin d'être terminée. Elle continuait, se propageant comme un cancer à travers les générations. Et les 2 sœurs cannibales étaient toujours là dehors, quelque part dans l'obscurité, chassant leur prochaine victime. La nuit tomba sur Clermont-Ferrand, apportant avec elle une brume épaisse qui rappelait à Augustin celle qui entourait la ferme Whitlow. Il resta éveillé, incapable de dormir, écoutant les sons de l'hôpital, les pas des infirmières, les gémissements lointains d'autres patients, le tic-tac régulier de l'horloge dans le couloir.
Et parfois, porté par le vent, il croyait entendre un rire cristallin et démoniaque, résonnant quelque part dans la nuit. Les sœurs Whitlow étaient toujours là, affamées, attendant, et maintenant, il savait qu'elles n'étaient peut-être pas seules. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte des horreurs de la ferme Whitlow. Augustin avait quitté l'hôpital, mais il ne pouvait pas retourner à sa vie normale. Comment le pourrait-il, sachant que 2 monstres cannibales rôdaient quelque part dans les campagnes françaises, probablement en train de préparer leur prochain crime? Il s'était joint à l'enquête de manière officieuse, travaillant avec le sergent Beaumont et le docteur Harland pour essayer de retrouver la trace des sœurs Whitlow. Les 3 hommes formaient une alliance étrange, un prêtre traumatisé, un gendarme stoïque et un médecin légiste hanté par ce qu'il avait vu dans le sous-sol de la ferme. Ils se réunissaient chaque soir dans un bureau exigu de la gendarmerie de Clermont-Ferrand, étalant des cartes, examinant des rapports, suivant chaque piste aussi mince soit-elle. « Aucune trace », annonça Beaumont ce soir-là, jetant avec frustration une pile de rapports sur la table. Mais comme si elle s'était évaporée, pas de signalement, pas de témoin, rien. « Elles sont trop intelligentes pour se faire remarquer », dit le docteur Harland, étudiant une carte de la région d'Auvergne. Elles ont survécu pendant 10 ans en évitant toute détection. Elles savent comment se déplacer, sans laisser de traces. Augustin, assis dans un coin, regardait fixement un portrait des sœurs que le sergent avait fait réaliser d'après ses descriptions. Les visages pâles, les yeux glacés, les sourires énigmatiques. Même sur le papier, elles dégageaient quelque chose de profondément dérangeant. « Et qu'en est-il de la fille ?» demanda-t-il. « Marguerite Rousseau, avez-vous pu la localiser ?» Beaumont soupira. « Nous avons retrouvé la famille Rousseau. Ils habitaient à Lyon, mais... » Il hésita, échangeant un regard avec le docteur Harland. « Mais quoi ?» pressa Augustin. « Marguerite a disparu il y a 6 mois, » révéla le docteur Harland. La famille a signalé sa disparition, mais aucune enquête sérieuse n'a été menée. On a supposé qu'elle s'était enfuie, peut-être pour rejoindre un amant ou échapper à une situation familiale difficile. 6 mois, répéta Augustin, sentant un frisson glacé parcourir son échine. C'est exactement quand les sœurs Whitlow ont commencé à tuer plus fréquemment, selon leur journal. Les 3 hommes se regardèrent, la même pensée horrible se formant dans leurs esprits. « Vous pensez qu'elles l'ont retrouvée ?» demanda Beaumont. « Qu'elles ont retrouvé la fille de Vivienne et l'ont recrutée. C'est possible, dit le docteur Harland lentement. Si elles voulaient perpétuer leur lignée, transmettre leur pratique à la génération suivante, ce serait logique. Alors, nous ne recherchons plus de femmes, réalisa Augustin avec horreur. Nous en recherchons 3. Un silence pesant tomba sur le bureau. La situation était déjà désespérée, mais l'idée qu'une 3e cannibale, plus jeune et peut-être encore plus impitoyable, ait rejoint les sœurs, la rendait presque insurmontable. « Il y a autre chose, » dit Beaumont, sortant un télégramme de sa poche. « Nous avons reçu ceci ce matin, de la gendarmerie de Riom. » Il lut à haute voix. « Famille de 4 personnes disparues près du village de Volvic. Dernière fois vue il y a 3 jours, en route vers Clermont-Ferrand. Chariot retrouvé abandonné sur la route, chevaux disparus, aucun signe de lutte. Demande assistance pour enquête. »« Volvic, » murmura Augustin. « C'est à moins de 20 kilomètres d'ici. »« Exactement, » confirma Beaumont. « Et voyez la date de la disparition. » Il pointa le télégramme. « Il y a 3 jours, le 23 novembre. » Le docteur Harland se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « C'est elle, ça doit être elle. Elles sont restées dans la région. »« Hein, mais pourquoi ?» demanda Augustin. « Pourquoi prendre le risque de rester si près de la ferme alors qu'elles savent que nous les recherchons ?»« Peut-être qu'elles n'ont pas le choix, » suggéra Beaumont. « Peut-être qu'elles sont blessées. Vous avez dit avoir brûlé l'une d'elles, père Mercier. Ou peut-être qu'elles ont un endroit où se cacher dans la région. Un refuge que nous n'avons pas encore découvert. Ou peut-être, dit le docteur Harland d'une voix sombre, qu'elles veulent qu'on les trouve, qu'elles jouent avec nous, comme un chat joue avec une souris. Cette pensée était particulièrement troublante. L'idée que les sœurs Whitlow orchestraient délibérément une confrontation,
qu'elles attendaient le bon moment pour frapper. « Nous devons aller à Volvic », décida Beaumont. « Immédiatement. Peut-être trouverons-nous des indices sur le lieu de leur cachette. » Ils partirent avant l'aube le lendemain matin, voyageant dans la voiture du sergent Beaumont, une vieille calèche noire tirée par 2 chevaux vigoureux. La brume matinale enveloppait la campagne d'Auvergne, créant une atmosphère oppressante qui rappelait à Augustin sa première visite à la ferme Whitlow. Volvic était un petit village perché sur les pentes du puits de la Nugère, connu pour ses sources d'eau pure et ses carrières de pierres volcaniques. Ils furent accueillis par le brigadier local, un homme nerveux nommé Renaud, qui les conduisit au site où le chariot avait été retrouvé. « C'est là, » dit Renaud, désignant une clairière en bordure de la route principale. Le chariot était renversé, les affaires éparpillées. Nous avons trouvé des traces de sang sur le siège du conducteur, mais pas assez pour indiquer une blessure mortelle. Augustin descendit de la calèche et examina le site. Des débris étaient éparpillés dans la clairière. Des vêtements d'enfant, un chapeau de femme, des provisions piétinées. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les marques dans la boue séchée. Des traces de pas, beaucoup de traces de pas, s'éloignant de la route principale et s'enfonçant dans les bois denses qui couvraient les pentes du volcan. « Vous avez suivi ces traces ?» demanda le docteur Harland au brigadier Renaud. « Jusqu'à un certain point, admit Renaud nerveusement, mais elles nous ont menés profondément dans les bois, et mes hommes, ils ont eu peur. Il y a des histoires sur ces forêts, des légendes anciennes de créatures qui chassent dans l'obscurité. Je sais que ça semble ridicule, mais ce ne sont pas des créatures légendaires que nous cherchons, coupa Beaumont. Ce sont des femmes extrêmement dangereuses, certes, mais des êtres humains néanmoins. Sommes-nous sûrs de ça ?» murmura Augustin presque pour lui-même. Le docteur Harland lui lança un regard acéré. « Que voulez-vous dire, père Mercier ?» Augustin hésita, puis décida de partager ce qui le troublait depuis des jours. « J'ai lu le manuscrit dans son intégralité, plusieurs fois, et il y a quelque chose, dans les dernières entrées, dans la façon dont les sœurs décrivent leur transformation. Elles ne se voient plus comme humaines. Elles parlent de devenir autre chose, d'évoluer au-delà des limites mortelles. Des divagations de folles, dit Beaumont avec un geste dédaigneux. Peut-être, concéda Augustin. Mais que se passe-t-il si psychologiquement elles sont véritablement devenues des monstres, si elles ont tellement embrassé leur identité de prédatrice qu'elles ne fonctionnent plus selon la logique humaine normale? Le docteur Harland fronça les sourcils, réfléchissant. Vous suggérez qu'essayer de prédire leurs mouvements selon une logique rationnelle serait futile? Je suggère que nous devons penser comme des prédateurs pour les capturer, répondit Augustin. Elles chassent, elles tuent, elles se nourrissent. Tout le reste est secondaire. Alors où une prédatrice blessée et affamée se cacherait-elle? Où pourrait-elle trouver un abri et de la nourriture? Un silence pensif s'installa. Puis Beaumont se tourna brusquement vers le brigadier Renaud. Y a-t-il des structures abandonnées dans ces bois? Des vieilles fermes? Des cabanes de bergers? Des carrières désaffectées? Renaud réfléchit un moment. Il y a une ancienne carrière de pierre, à environ 3 kilomètres dans les bois. Elle n'est plus utilisée depuis des années. Et il y a aussi... Quoi? Il y a des rumeurs sur un vieux monastère en ruine, encore plus profondément dans la forêt. Les gens du village évitent cet endroit. Ils disent qu'il est maudit, que des moines y ont pratiqué des rituels interdits il y a des siècles et que leurs esprits hantent encore les lieux. Augustin et le docteur Harland échangèrent un regard. Un monastère en ruine, isolé, évité par les locaux, ce serait l'endroit parfait pour se cacher. « Conduisez-nous là-bas » ordonna Beaumont. « Immédiatement. » Le brigadier Renaud pâlit. « Mais monsieur le sergent, avec tout le respect que je vous dois, entrer dans ces bois serait de la folie. Si ces femmes sont vraiment aussi dangereuses que vous le dites, elles le sont, confirma Augustin. Mais nous n'avons pas le choix. Une famille entière a disparu. Si nous attendons, d'autres mourront. » Renaud sembla peser ses options, puis hocha la tête avec résignation. « Très bien, mais je vais chercher des renforts. Au moins 6 hommes armés. Faites vite, dit Beaumont. 1 heure plus tard,
Un groupe de 10 hommes, le sergent Beaumont, le docteur Harland, Augustin, le brigadier Renaud et 6 gendarmes armés de fusils, s'enfonçaient dans les bois épais qui couvraient les pentes du puits de la Nugère. La forêt était dense et sombre, même en plein jour, les branches entrelacées au-dessus de leur tête, filtrant la lumière du soleil en raies pâles et fantomatiques. Ils suivirent les traces aussi longtemps qu'elles restèrent visibles. Puis, le brigadier Renaud prit la tête, guidant le groupe selon sa connaissance des bois. Le terrain devenait de plus en plus accidenté, escaladant les pentes rocheuses du volcan éteint, traversant des ravins peu profonds et contournant d'énormes blocs de basalte qui s'étaient détachés de la montagne au fil des millénaires. Le silence était oppressant. Pas de chants d'oiseaux, pas de bruissement de petits animaux dans les broussailles. Seulement le craquement de leurs propres pas sur les feuilles mortes et le sifflement occasionnel du vent à travers les arbres. « Nous approchons », murmura Renaud, après 2 heures de marche épuisante. Le monastère devrait être juste derrière cette crête. Ils gravirent la dernière pente avec précaution, les gendarmes tenant leurs fusils prêts. Au sommet, ils s'accroupirent derrière des rochers et observèrent la vallée en contrebas. Le monastère se dressait comme un cadavre de pierre au centre d'une petite clairière. C'était une structure imposante malgré son état de délabrement, des murs épais de basalte noir, partiellement effondrés, une tour carrée qui se dressait encore fièrement vers le ciel, et ce qui devait avoir été une chapelle, son toit depuis longtemps disparu, laissant les poutres apparentes comme les côtes d'un squelette géant. Mais ce qui retint l'attention d'Augustin, ce qui lui coupa le souffle, ce fut la fumée. Un mince filet de fumée s'élevait de quelque part au centre des ruines, presque invisible contre le ciel gris, mais indéniable. « Elles sont là », souffla le docteur Harland. « Elles doivent être là. » Beaumont fit signe à ses hommes. « Encerclez le bâtiment. Personne ne tire sans mon ordre. Nous voulons les capturer vivantes, si possible. » Les gendarmes se dispersèrent silencieusement, se déplaçant comme des ombres entre les arbres pour prendre position autour des ruines. Augustin, Beaumont et le docteur Harland descendirent directement vers l'entrée principale du monastère, une arche gothique brisée qui béait comme une bouche édentée. Ils progressèrent avec une extrême prudence, franchissant le seuil et pénétrant dans ce qui devait avoir été le vestibule. L'intérieur était un labyrinthe de couloirs effondrés et de salles à moitié détruites. Des racines d'arbres avaient envahi la structure, brisant les dalles de pierre et s'enroulant autour des colonnes comme des serpents géants. La fumée venait de plus profond à l'intérieur. Ils la suivirent, leurs pas résonnant doucement sur les pierres inégales, chaque sens en alerte maximale. Puis ils entendirent des voix de femmes, chantant doucement en harmonie. Une mélodie étrange et dissonante qui donnait la chair de poule dans une langue qu'Augustin ne reconnaissait pas. Ou peut-être n'était-ce pas une langue du tout, juste des sons sans signification. Un chant primordial de prédatrices célébrant leur chasse. Beaumont leva la main les arrêtant. Il regarda prudemment par l'embrasure d'une porte effondrée, puis se tourna vers eux, son visage pâle. « C'est elle, murmura-t-il. Et, mon Dieu... » Augustin se glissa à côté de lui et regarda dans la pièce. C'était l'ancienne salle du chapitre du monastère, une vaste pièce circulaire dont le toit s'était partiellement effondré, laissant entrer des puits de lumière grise. Au centre, un feu brûlait dans un foyer de fortune, et au-dessus de ce feu, Augustin détourna immédiatement les yeux, luttant contre la nausée qui montait. Ce qui rôtissait au-dessus de ces flammes était indubitablement humain. Les restes d'une des victimes de la famille disparue. Les sœurs Whitlow étaient là, assises de chaque côté du feu. Vivienne, toujours vêtue de sa robe de velours bordeaux, maintenant déchirée et sale, son visage pâle, éclairé par les flammes. Et Clotilde, méconnaissable, le côté gauche de son visage et de son cou complètement brûlé, la peau fondue et noircie, mais ses yeux brûlaient avec une intensité démoniaque, et entre elles, une troisième figure. Une jeune fille d'environ 15 ans, avec les mêmes cheveux noirs que les sœurs, les mêmes yeux pâles, mais un visage encore innocent, malgré le sang qui maculait ses mains et sa robe. Marguerite.
La fille de Vivienne. Leur hypothèse était confirmée. « Que faisons-nous » chuchota le docteur Harland. Beaumont sortit son pistolet. « Nous les arrêtons. Maintenant. » Il se redressa et entra dans la salle, son arme pointée vers les 3 femmes. « Vivienne et Clotilde Whitlow, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Levez-vous lentement et mettez les mains sur la tête. » Les sœurs levèrent les yeux vers lui, mais elles ne semblèrent pas surprises. En fait, elles sourirent, ces sourires froids et énigmatiques qu'Augustin connaissait trop bien. « Sergent Beaumont, » dit Vivienne d'une voix posée, « comme c'est prévenant de votre part de nous rendre visite. Nous nous demandions quand vous arriveriez. »« Vous nous attendiez ?» demanda Beaumont décontenancé. « Bien sûr, » répondit Clotilde, sa voix rendue rauque et sifflante par ses blessures. « Nous avons laissé une piste assez évidente, non? Le chariot abandonné, les traces dans les bois. Nous voulions que vous nous trouviez. Pourquoi ?» Vivienne se leva gracieusement, ignorant complètement le pistolet pointé sur elle. « Parce que notre temps dans cette région est terminé. Nous avons accompli ce que nous devions accomplir. » Elle posa une main sur l'épaule de Marguerite. « Nous avons retrouvé ma fille, nous lui avons enseigné nos voies, elle est l'une de nous maintenant. » Augustin entra à son tour dans la pièce, son cœur se serrant en voyant le visage de la jeune fille. Elle ne montrait aucune émotion, aucune peur, aucun remords, seulement une acceptation calme, comme si tout cela était parfaitement normal. « Marguerite, dit-il doucement, vous n'avez pas à faire ça. Quoi qu'elle vous ait dit, quoi qu'elle vous ait fait, vous pouvez encore choisir un autre chemin. » La jeune fille le regarda avec ses yeux pâles et glacés. « Un autre chemin ?» répéta-t-elle. « Pourquoi voudrais-je un autre chemin? Mes mères m'ont montré la vérité. Elles m'ont libéré des chaînes de la moralité hypocrite de ce monde. Je suis enfin complète. Je suis enfin moi-même. » « Elle nous comprend, » dit Clotilde avec fierté. « Elle a embrassé sa vraie nature, comme nous l'avons fait avant elle. La lignée continue. »« C'est terminé, » déclara Beaumont fermement. « Vous allez toutes les 3 nous suivre pacifiquement, ou mes hommes ouvriront le feu. » Vivienne inclina la tête, comme si elle considérait l'ultimatum. Puis elle sourit de nouveau. « Non, je ne pense pas. » Elle claqua des doigts. Instantanément, des figures émergèrent des ombres du monastère en ruine. 1, 2, 3. 6 personnes au total, des hommes et des femmes de tous âges, tous avec ce même regard vide et fanatique. Ils s'avancèrent en cercle autour du groupe de Beaumont, les encerclant. « Vous pensiez que nous étions seuls ?» demanda Vivienne avec amusement. « Oh, sergent, vous nous sous-estimez. Nous avons passé 10 ans à bâtir notre communauté. Certains de nos invités ne sont pas morts. Certains ont été convertis. Ils partagent notre faim. Ils comprennent notre voix. » Le docteur Harland regardait avec horreur les figures qui les entouraient. « Vous avez créé un culte de cannibales ?»« Un culte. » Clotilde cracha le mot avec dédain. « Nous préférons penser à cela comme une famille unie par un lien plus fort que le sang, unie par la faim sacrée. » Beaumont leva son pistolet, mais il était clair qu'ils étaient largement en nombre inférieur. Même avec les gendarmes dehors, ils ne pourraient pas maîtriser tout ce groupe. « Laissez-nous partir, » dit Vivienne, « et nous disparaîtrons. Vous ne nous reverrez plus jamais. Nous irons ailleurs, loin de la France, et nous continuerons notre travail dans l'ombre. Essayez de nous arrêter, et beaucoup mourront ici aujourd'hui. »« Je ne peux pas faire ça, » dit Beaumont, bien que sa voix trahisse son incertitude. « Je ne peux pas vous laisser continuer à tuer. »« Alors nous n'avons pas le choix. » Vivienne fit un geste, et les figures autour d'eux bondirent en avant. Le chaos éclata. Des coups de feu retentirent, alors que les gendarmes à l'extérieur réalisaient ce qui se passait et se précipitaient à l'intérieur. Beaumont tira, touchant l'un des cultistes au torse, mais celui-ci continua à avancer comme s'il ne sentait pas la douleur. Augustin se retrouva plaqué au sol par une femme aux yeux fous, ses doigts griffant vers sa gorge. Il lutta pour se dégager, réussissant finalement à la repousser avec un coup de pied désespéré. Le docteur Harland brandissait sa canne comme une arme, frappant quiconque s'approchait trop près. Mais ils étaient submergés par le nombre, les cultistes les attaquant avec une férocité animale.
Dans la confusion, Augustin vit les 3 femmes Whitlow se diriger vers une ouverture dans le mur du fond, s'échappant pendant que leurs disciples couvraient leur retraite. Il se débattit, essayant de les suivre, mais fut bloqué par 2 cultistes qui le saisirent par les bras. « Non !» hurla-t-il. « Elle s'échappe !» Mais c'était trop tard. Vivienne, Clotilde et Marguerite disparurent dans les profondeurs du monastère en ruine, avalés par les ténèbres. La bataille continua pendant ce qui sembla une éternité, mais ne dura probablement que quelques minutes. Les gendarmes, mieux armés et entraînés, finirent par reprendre le dessus. Plusieurs cultistes furent tués, d'autres blessés et capturés. Mais quand la fumée se dissipa et que le calme revint, les 3 femmes Whitlow avaient disparu. Beaumont, le visage ensanglanté par une coupure au front, donna l'ordre de fouiller les ruines. Mais il savait déjà ce qu'il trouverait. Rien. Les sœurs Whitlow s'étaient évaporées une fois de plus. Ce soir-là, alors qu'ils retournaient à Clermont-Ferrand avec leurs prisonniers et leurs morts, Augustin regardait par la fenêtre de la calèche, fixant les forêts sombres qui défilaient. Quelque part là-dehors, 3 prédatrices rôdaient, affamées et libres. Et il savait avec une certitude absolue que ce n'était pas fini, que tant qu'elles vivraient, elles continueraient à chasser, à tuer, à dévorer. La malédiction des Whitlow continuait. Les semaines qui suivirent la catastrophe du monastère furent marquées par une investigation exhaustive. Les cultistes capturés furent interrogés, jugés et condamnés, certains à la pendaison, d'autres à la prison à vie. Leurs témoignages révélèrent l'étendue horrifiante de l'opération des sœurs Whitlow. Au cours de la dernière année, après avoir retrouvé Marguerite, les sœurs avaient abandonné leur tactique de chasser des victimes isolées. Au lieu de cela, elles avaient commencé à recruter activement, ciblant des individus marginalisés, vagabonds, prostituées, orphelins, personnes que personne ne rechercherait. Elles les attiraient avec des promesses d'appartenance, de famille, de but. Et une fois qu'ils avaient goûté à la chair humaine, qu'ils avaient franchi cette ligne interdite, ils étaient perdus. La culpabilité et le dégoût de soi se transformaient en justification, puis en acceptation, puis en fanatisme. Ils devenaient des croyants, convaincus que le cannibalisme était une forme supérieure d'existence, une libération des contraintes morales hypocrites de la société. Les Whitlow avaient créé une véritable secte avec sa propre philosophie tordue, ses rituels, sa hiérarchie. Et maintenant que les sœurs s'étaient échappées, il était impossible de savoir combien d'autres membres de ce culte restaient en liberté, se fondant dans la population normale, attendant le signal pour se réunir à nouveau. Augustin n'avait pas quitté Clermont-Ferrand. Il ne pouvait pas tant que les Whitlow rôdaient quelque part. Il avait demandé un congé indéfini de sa paroisse, expliquant au père Grégoire qu'il avait une mission à accomplir, une mission que Dieu lui avait confiée cette nuit fatidique à la ferme Whitlow. Il devait arrêter ces monstres. Il le devait à toutes leurs victimes, passées et futures. Le docteur Harland était devenu son compagnon constant dans cette quête. Le médecin était hanté par ce qu'il avait vu, incapable de retourner à sa vie normale. Ensemble, ils étudiaient chaque rapport, suivaient chaque piste, essayaient de prédire où les sœurs frapperaient ensuite. « Elles ne peuvent pas rester cachées éternellement », disait Harland lors d'une de leurs nombreuses sessions de travail nocturne. « Elles doivent se nourrir, et chaque fois qu'elles tuent, elles laissent des traces. » « Mais elles sont patientes, » répondait Augustin. « Elles ont survécu pendant 10 ans en tuant avec parcimonie, en choisissant soigneusement leurs victimes. Maintenant qu'elles savent que nous les traquons activement, elles seront encore plus prudentes. » Décembre arriva, apportant avec lui un hiver rigoureux. La neige recouvrait l'Auvergne d'un linceul blanc, rendant les déplacements difficiles et isolant encore plus les fermes et villages dispersés dans les montagnes. C'est alors que les disparitions commencèrent. Une famille à Orsine, un couple de bergers près d'Aïda, 3 chasseurs dans les forêts de la chaîne des Puys. Tous disparus sans laisser de traces, avalés par le paysage hivernal, comme s'ils n'avaient jamais existé. Beaumont et ses gendarmes enquêtaient sur chaque cas, mais ils ne trouvaient jamais rien de concluant. Pas de corps, pas de sang, pas de preuves. Seulement l'absence.
Elle se moque de nous, ragea Beaumont un soir, jetant son rapport sur la table avec dégoût. Elle tue sous notre nez et nous ne pouvons rien faire. Elles commettent des erreurs, dit Augustin, étudiant une carte où il avait marqué tous les sites de disparition. Regardez, toutes ces disparitions forment un schéma. Elles se déplacent vers le sud, lentement mais régulièrement. Le docteur Harland se pencha sur la carte. Vers où? Vers la vallée de la Couze-Pavin, réalisa Augustin. C'est une des régions les plus isolées de l'Auvergne. Des forêts denses, des gorges profondes, des centaines de grottes et de cavernes volcaniques, l'endroit parfait pour se cacher. Alors, c'est là que nous devons aller, dit Beaumont, se redressant avec détermination. Nous organisons une expédition, cette fois avec plus d'hommes, mieux armés, mieux préparés. Et cette fois, ajouta Augustin d'une voix sombre, nous ne prenons pas de prisonniers. Le 20 décembre, une force de 20 gendarmes, accompagnés d'Augustin, du docteur Harland et du sergent Beaumont, partit pour la vallée de la Couze-Pavin. Ils étaient lourdement armés et avaient des provisions pour 2 semaines. Leur mission était simple, trouver les sœurs Whitlow et y mettre fin par tous les moyens nécessaires. La vallée était un paysage de cauchemar en hiver. Des falaises de basalte noir se dressaient de chaque côté de la rivière glacée, leurs parois percées de dizaines d'ouvertures sombres, des grottes creusées par des millénaires d'érosion volcanique. La forêt était épaisse et silencieuse, les arbres nus se dressant comme des squelettes contre le ciel gris. Ils établirent un camp de base dans une clairière près de la rivière et commencèrent à explorer systématiquement chaque grotte, chaque caverne, chaque recoin où les fugitives auraient pu se cacher. Les 3 premiers jours ne révélèrent rien. Puis, le 4e jour, ils trouvèrent quelque chose, une grotte profonde sur la rive ouest de la rivière. À l'extérieur, des os, beaucoup d'os, tous humains, tous soigneusement nettoyés et empilés avec une précision presque artistique. « Elles sont ici », souffla Beaumont, « ou du moins elles l'ont été. » Ils entrèrent dans la grotte avec une extrême prudence, torches levées, fusils prêts. Le passage s'enfonçait profondément dans la roche volcanique, se rétrécissant puis s'élargissant à nouveau, descendant en spirale vers les entrailles de la terre. Et puis ils arrivèrent dans une chambre vaste, une cathédrale naturelle de pierre noire, où des stalactites pendaient du plafond comme des dents géantes. Au centre de la chambre, un feu brûlait. Et autour de ce feu, une scène qui défierait à jamais toute description rationnelle. Les 3 femmes Whitlow étaient là, mais elles n'étaient plus humaines. C'est la seule façon qu'Augustin pouvait le décrire. Leur corps émacié et déformé par des mois de vie sauvage, leurs vêtements en lambeaux, leurs cheveux emmêlés et sales. Mais c'était leur visage qui inspirait le plus d'horreur. Des visages transformés par une folie totale, des yeux qui ne reflétaient plus aucune humanité, seulement une faim primitive et insatiable. Clotilde, le côté du visage toujours horriblement brûlé, tenait quelque chose dans ses mains, un fémur humain qu'elle rongeait avec des dents aiguisées. Vivienne était accroupie près du feu, remuant quelque chose dans un pot de fer. Et Marguerite, la jeune fille qui aurait dû avoir toute la vie devant elle, était assise, immobile, ses yeux pâles fixant le vide, ses lèvres tachées de sang. Autour d'elle, les restes de leurs victimes, des corps dans divers états de décomposition et de préparation. C'était un abattoir, une boucherie humaine, une vision d'enfer matérialisée sur terre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Les mots sortirent de la bouche de Vivienne comme une incantation, mais sa voix n'avait plus rien d'humain. C'était un grognement guttural, presque animal. « Feu !» hurla Beaumont. Les gendarmes ouvrirent le feu, leurs fusils résonnant comme le tonnerre dans l'espace confiné de la caverne. Les balles frappèrent les 3 femmes, les faisant chanceler et tomber. Mais elles se relevèrent. Encore et encore, malgré les blessures qui auraient dû être mortelles, elles se relevaient, rampant vers leurs assaillants avec une détermination inhumaine. « Continuez à tirer !»
ordonna Beaumont, rechargeant frénétiquement son propre pistolet. Le massacre dura plusieurs minutes interminables. Quand le silence retomba enfin, quand la fumée des armes se dissipa, les 3 corps des femmes Whitlow gisaient immobiles au sol, criblés de balles. Mais même dans la mort, leurs visages conservaient ces sourires froids et énigmatiques, comme si elles avaient remporté une victoire que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le docteur Harland s'approcha prudemment et vérifia les poux. « Elles sont mortes », confirma-t-il, sa voix tremblante. « Cette fois, elles sont vraiment mortes. » Augustin s'effondra contre la paroi de la grotte, submergé par un mélange de soulagement, d'horreur et d'une tristesse profonde. C'était fini. Après des mois de traque, après tant de victimes, c'était enfin fini. Ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Alors qu'il sortait de la grotte avec les corps, Augustin jeta un dernier regard en arrière. Et dans l'obscurité, juste au-delà de la portée de leur torche, il crut voir quelque chose bouger. Une ombre, une silhouette, une autre personne peut-être, un autre membre du culte qui avait échappé à la capture, ou peut-être juste son imagination, traumatisée par tout ce qu'il avait vu. Mais une pensée le hantait alors qu'il remontait vers la lumière du jour. Et s'il y avait d'autres enfants, d'autres descendants des Whitlow, cachés quelque part, portant cette malédiction dans leur sang? La lignée était peut-être brisée, mais était-elle vraiment éteinte? 6 mois plus tard, Augustin était de retour à sa paroisse de Clermont-Ferrand. Il avait repris ses devoirs sacerdotaux, conseillant les fidèles, célébrant la messe, essayant de retrouver une vie normale. Mais il était hanté. Chaque nuit, il rêvait de la ferme Whitlow, de ses yeux pâles et glacés, de ses sourires énigmatiques. Il rêvait de Marguerite, cette jeune fille qui aurait pu être sauvée si seulement il l'avait trouvée plus tôt. Le docteur Harland était mort 2 mois après l'incident de la grotte, officiellement d'une crise cardiaque. Mais Augustin savait la vérité. Le docteur s'était suicidé, incapable de vivre avec les horreurs qu'il avait vues. Le sergent Beaumont avait pris sa retraite et quitté la région, cherchant à échapper aux souvenirs. Quant aux cultistes capturés, tous avaient été exécutés ou étaient morts en prison. L'affaire avait été officiellement close, le dossier scellé pour protéger le public de la vérité cauchemardesque. Mais Augustin savait que ce n'était pas vraiment fini. Quelque part, dans l'ombre de la société française, d'autres prédateurs se cachaient peut-être, d'autres descendants des Whitlow, d'autres croyants du culte cannibale. Un après-midi de juin, alors qu'il entendait les confessions, une jeune femme entra dans le confessionnal. Il ne pouvait pas voir son visage à travers la grille, seulement sa silhouette. « Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché, » dit-elle d'une voix douce. « Dites-moi vos péchés, mon enfant, » répondit Augustin selon la formule habituelle. « J'ai une faim que je ne peux pas satisfaire, » continua la voix, « une faim qui me dévore de l'intérieur. Ma mère m'a dit que vous comprendriez, que vous aviez rencontré ma grand-mère. » Le sang d'Augustin se glaça. « Qui est votre grand-mère » Un rire doux et cristallin résonna dans l'espace confiné du confessionnal, un rire qu'il reconnaissait, un rire qui hantait ses cauchemars. « Vivienne Whitlow, mon père, et ma mère était Marguerite. » Augustin bondit de son siège, arrachant la porte du confessionnal, mais la cabine en face était vide. La jeune femme avait disparu, s'évanouissant comme un fantôme. Sur le banc où elle s'était assise, une seule chose restait, un morceau de papier plié. Augustin le ramassa d'une main tremblante et le déplia. C'était une liste de noms, des dizaines de noms. Et au bas de la page, écrit d'une écriture élégante et familière, « La faim ne meurt jamais, elle se transmet. Nous sommes toujours là, dans l'ombre, attendant notre heure. Merci de nous avoir aidés à devenir plus forts, plus prudents. » La lignée des Whitlow continue. Augustin s'effondra sur le banc de l'église, la liste tombant de ses doigts engourdis. C'était loin d'être fini. Ce ne serait jamais fini. Quelque part dans les ténèbres de la France du XIXe siècle, les héritières des sœurs cannibales chassaient toujours, affamées, patientes, immortelles dans leur héritage de sang et de terreur. Et lui, le père Augustin Mercier, savait maintenant qu'il devrait passer le reste de sa vie à les traquer.
Une croisade sans fin contre une malédiction qui refusait de mourir, la malédiction des Whitlow, la faim éternelle.